Si on prend tout de suite la direction de Bruxelles, où cette conférence de presse commune des leaders africains et européens va démarrer d'un instant à l'autre. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, à ses côtés Macky Sall, le président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, Charles Michel, président du Conseil. On va écouter cette prise de parole, on se reparle juste après. Les participants ainsi que l'ensemble des délégations qui ont permis de faire de ce sommet un moment politique important tout entier tourné vers l'avenir. Ce sommet, nous l'avons préparé en équipe avec les amis africains et les amis européens depuis de nombreux mois parce que nous souhaitions en faire un sommet différent. Nous pensions en effet qu'il fallait préparer ensemble l'agenda, préparer ensemble aussi une méthode qui nous permette de s'écouter mutuellement, de mieux se comprendre et de mieux intégrer cet indispensable travail pour partager des objectifs communs et déployer des moyens afin de se rapprocher de ces objectifs. Aucun sujet n'a été tenu à l'écart. La mise en place de cette table ronde qui visait à évoquer les différents thèmes, y compris parfois des sujets complexes, des sujets difficiles qui nécessitent de la nuance et qui nécessitent de l'ambition et du leadership. Cette table ronde qui ont été l'occasion de dessiner ensemble les fondations pour un partenariat renouvelé. Au départ, quelques principes sont des principes essentiels du respect mutuel, la volonté de définir des intérêts communs et la volonté d'agir ensemble chaque fois que l'on ressent qu'il y a une valeur ajoutée à cette action conjointe, ce que j'ai envie d'appeler l'intelligence collective africaine et européenne en action. Nous avons eu l'occasion aussi de faire le point sur des sujets très concrets pour lesquels depuis de nombreux mois nous sommes déjà au travail. Ça a été le cas par exemple dans le domaine de la santé. Nous avons eu des discussions sur la manière d'être pragmatique, efficace, de mettre en œuvre des capacités de développement et de production de vaccins sur le continent africain. Nous avons évoqué ces sujets qui sont extrêmement importants pour l'avenir. Nous avons aussi évoqué le suivi en lien avec des engagements que nous avions pris il y a quelques mois, cher Emmanuel, avec toi, Macky Sall également, et les amis africains et européens à Paris. La conférence sur le financement du développement qui a été l'occasion d'intégrer que les droits de tirage spéciaux devaient être un levier que l'on devait tenter de mobiliser pour participer à ce financement du développement. Des progrès depuis Paris importants ont été réalisés en mobilisant le G7, en mobilisant le G20. Au départ, cette ambition politique et aujourd'hui encore, des pas additionnels à la concurrence de 13 milliards sont réalisés avec plusieurs États membres européens qui participent à cet engagement pour mobiliser ces droits de tirage spéciaux, mais avec, c'est vrai, la volonté de poursuivre le travail, de poursuivre les efforts, en prenant bien sûr en compte un nombre de réalités constitutionnelles ou institutionnelles, mais ce qui compte, c'est le but, c'est de réussir à faire en sorte que l'on puisse poursuivre l'action sur le sujet. Mobilisation aussi autour de projets qui correspondent aux priorités africaines afin de soutenir le développement, l'innovation, de soutenir la prospérité dans le domaine climatique, dans le domaine numérique, dans le domaine des infrastructures. Et puis, un dernier élément qui nous tient à cœur et nous avons ressenti à quel point il y avait là une volonté partagée. Nous avons la conviction que dans le passé, il est arrivé que les intentions soient fortes, que les intentions soient généreuses, parfois même extrêmement ambitieuses, mais que les résultats n'étaient pas toujours à la hauteur de nos ambitions. D'où l'importance en termes de gouvernance commune et conjointe de mettre en place un mécanisme de suivi, un mécanisme de monitoring, afin de veiller, au départ bien sûr de nos deux commissions, mais également au départ du leadership politique, Union africaine et Union européenne, avec la mobilisation des acteurs du secteur privé, des acteurs de la société civile, notamment la Fondation Afrique-Europe, qu'il y a à rythme régulier la capacité de faire le point, de voir quels sont les projets qui avancent bien, quels sont les projets qui se concrétisent conformément au planning qui avait été identifié, quels sont ceux pour lesquels peut-être de nouvelles impulsions, des adaptations, des améliorations sont nécessaires. J'ai envie de dire que ces quelques heures depuis hier et aujourd'hui à Bruxelles soufflette un esprit nouveau, un esprit tourné vers l'avenir, un esprit ambitieux qui doit être la fondation de cette relation, de ce partenariat privilégié entre l'Europe et l'Afrique. Merci en tout cas à chacune et à chacun de ceux qui se sont mobilisés pour faire de ce moment un succès politique qui doit être une fondation afin de réussir à ce que les objectifs se traduisent en actes concrets et tangibles au service de nos populations respectives. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Monsieur Macky Sall, le président du Sénégal. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Au terme de ce sommet Union européenne-Union africaine, je souhaite d'abord réitérer nos remerciements à nos partenaires européens pour leur accueil et la bonne organisation de nos travaux. Ce sommet a été innovant, tel que l'a dit Charles Michel, innovant par son processus préparatoire, consultatif, depuis plusieurs mois, avec le président Macron, avec la Commission, les deux commissions de l'Union européenne et de l'Union africaine. Et cela nous a permis, en amont, d'identifier nos priorités communes et de parvenir à des engagements concertés. Nous avons maintenant une occasion historique de poser par les actes les fondements du nouveau partenariat repensé et rénové que nous voulons bâtir ensemble. Deux impératifs me paraissent nécessaires pour y parvenir. Premièrement, il s'agira de mobiliser les moyens à l'appui de nos engagements, notamment sur la question de la réallocation des droits de tirage spéciaux. Vraiment, un travail remarquable a été fait et hier encore, jusqu'à ce matin, avec le président Macron, nous avons évolué, travaillé avec le Fonds et tous les partenaires de façon à donner une réalité concrète à cet engagement. La production de vaccins en Afrique. Ce matin déjà dans cette salle, nous avons assisté à une cérémonie exceptionnelle où la partie européenne essaye de faire un transfert de technologie pour la technologie de l'ARN messager. Et 5 ou 6 pays africains précisément ont été choisis comme des hubs, d'abord l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal et le Nigeria, qui vont dans un premier temps bénéficier de cette technologie, des formations nécessaires, mais aussi de toute la régulation qui doit accompagner un tel processus. Et le seul sujet qui restait, c'est le sujet lié aux droits de propriété intellectuelle. Là aussi, vraiment les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont encourageantes et doivent nous permettre d'ici le printemps, en tout cas dans les mois à venir, d'arriver à un compromis dynamique qui permette de faire avancer le sujet à ce niveau. Nous avons surtout salué l'initiative européenne pour le financement des infrastructures, Global Gateway. Ça a été, je pense, pour l'Afrique, une enveloppe de 150 milliards, si elle est effectivement mobilisée, avec les facilités, je pense que cela va constituer une avancée considérable et un pont entre nos deux continents. Nous avons créé, il faut créer également une nouvelle atmosphère de travail, une atmosphère mieux adaptée à la volonté politique que nous voulons imprimer à ce partenariat. Il faut insuffler un nouvel état d'esprit aux relations euro-africaines. C'est ce que j'ai appelé hier un nouveau logiciel relationnel fondé sur une véritable vision de partenariat et non simplement une relation d'aide pour une croissance et une prospérité partagée. L'Europe et l'Afrique ont chacune des ressources indispensables à l'autre. Il est de notre intérêt commun d'associer nos moyens et d'en tirer les avantages sur une base mutuellement bénéfique, encore une fois. Ainsi, notre partenariat sera un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Encore une fois, il me semble important que les jeunes et les femmes restent au cœur de notre agenda. Je voudrais pour conclure appeler à la mobilisation générale également en soutien à la campagne Rays of Hope, les rayons de l'espoir, une initiative de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la lutte contre le cancer, dont notamment les cancers féminins, parce que vous savez, dans la moitié des pays africains, il n'y a pas de radiothérapie et ce projet justement vise à doter tous ces pays de radiothérapie pour lutter efficacement contre le cancer. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Charles. Merci, Monsieur le Président. Je passe la parole au Président de la République. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs, le président Michel, le président Sall à l'instant viennent, je crois, d'expliquer et de dire parfaitement l'état d'esprit, la méthode et dans la durée le changement profond d'approche que nous souhaitons dans la relation entre l'Union africaine, l'Union européenne et nos deux continents. Cet esprit de co-construction, des conclusions très politiques, des projets et une liste de projets très précise et un suivi dans la durée de manière partenariale. Je voudrais juste revenir sur très rapidement quelques thématiques. La première, c'est évidemment le défi sanitaire. Je voulais remercier le président Macky Sall d'avoir à l'instant insisté sur justement l'agenda de la santé au-delà de l'épidémie de Covid-19. Et je crois que notre responsabilité, c'est dans ce partenariat de savoir d'ailleurs préparer d'ores et déjà l'avenir, de travailler sur les autres pandémies, les autres virus, mais également sur les sujets de santé publique. Le cancer, vous l'avez évoqué, et c'est un point sur lequel notre aide va continuer à se concentrer. Nous avons pris l'engagement de livrer 450 millions de doses aux pays africains, qui s'ajouteront aux livraisons COVAX d'ici à l'été 2022. Nous avons aussi pris une initiative conjointe avec l'UNICEF, ce qui est un élément très structurant pour permettre cette vaccination. Et je crois que ce sommet a permis d'avancer sur plusieurs autres points. Le premier, de concrétiser ce qu'on avait lancé au printemps dernier pour créer des hubs régionaux de vaccins ARN messagers sur le continent africain. Ces 6 hubs que vient d'évoquer le président, donc je n'y reviendrai pas. Ensuite, on a mis en place une initiative avec en particulier la BEI et l'Allemagne pour définir un paquet d'investissements qui pourra atteindre 550 millions d'euros destinés à la banque Afreximbank, qui permettra justement au cadre d'achat de vaccins africains d'intervenir en pleine souveraineté. Donc, vous voyez, on met des briques maintenant de financement de souveraineté vaccinale et sanitaire. Et nous avons avancé avec la perspective au printemps d'une finalisation entre les deux commissions pour trouver un cadre sur la propriété intellectuelle et une copie commune devant à la fois l'Organisation mondiale de la santé et du commerce. Donc je pense qu'on a beaucoup progressé ces derniers mois sur le sujet sanitaire et nos engagements conjoints. Deuxième point en termes de croissance. Les deux présidents y sont revenus. Nous avons aujourd'hui à faire face à un défi immense en Afrique qui est la sortie de l'épidémie de Covid, alors même qu'il y a une jeunesse qui est une chance, mais qui arrive sur le marché qu'il faut former et qui arrive sur le marché du travail, et alors même qu'il y a le défi de la transition environnementale. En termes de financement des économies africaines, nous avons vraiment conduit un travail qui est encore à finaliser, mais d'abord pour confirmer l'engagement de réallouer les droits de tirage spéciaux à hauteur de 20% pour puissances qui sont les nôtres, et donc permettre d'arriver à cet objectif de 100 milliards vers justement les pays les plus pauvres et 100 milliards vers le continent africain. Dans ce contexte-là, plusieurs utiliseront des techniques différentes. Certains vont réallouer leurs droits de tirage spéciaux, d'autres auront des mécanismes de prêt, mais nous arriverons à cet objectif. Nous avons ensuite travaillé sur comment justement consolider, à la fois donner du support budgétaire aux économies africaines, mais permettre en lien avec les banques régionales de créer des mécanismes de financement adaptés à chaque secteur. En termes d'infrastructures durables, l'Union européenne est très engagée, les montants ont été rappelés par le président, je pense que la présidente y reviendra, mais très clairement l'Union européenne a vocation à devenir et veut être le partenaire de référence de l'Afrique pour le financement de ces infrastructures, pour le faire de manière exemplaire en termes justement de transition climatique, en termes industriels, en termes de qualité des financements et de la soutenabilité de ces financements. Et plusieurs de ces grands projets ont été identifiés et on a une première liste de corridors stratégiques identifiés en lien avec l'Union africaine, avec une liste de projets qui viennent compléter nos déclarations d'aujourd'hui. Nous avons également amorcé une démarche pour que l'Union européenne soit en mesure d'accompagner le financement de la transition énergétique des pays africains. Et au fond, sur le modèle de ce que nous avons parachevé il y a quelques mois avec l'Afrique du Sud, eh bien, avec le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, de pouvoir construire d'ici à la COP27 plusieurs autres exemples de financement agrégé, de stratégies justement portées. Et puis dans ce choc d'investissement des économies africaines, il y a trois autres remarques rapides que je voulais faire. La première, on doit accompagner l'Afrique sur son modèle agricole. Et je veux ici rappeler l'importance pour nous de la Grande Muraille Verte, qui est une initiative panafricaine qu'on a réactivée en janvier 2021, sur laquelle on a mobilisé plus de 13 milliards de dollars de financements internationaux. L'Europe y est très engagée, et c'est pour moi au cœur de justement ces synergies de souveraineté partagée entre l'Europe et l'Afrique.
L'Europe elle-même, il y a 1 an, a créé une stratégie de souveraineté protéinique. Par la Grande Muraille Verte, l'Afrique crée sa stratégie de souveraineté protéinique. Nous avons énormément de choses à faire en la matière. Deuxième point, soutien à toutes les initiatives d'entrepreneuriat africain. On l'a fait ensemble il y a 2 jours. Et puis troisième point, en termes d'infrastructure et de développement économique, je veux insister sur l'importance de la constellation européenne qui a été annoncée par la Commission européenne il y a 3 jours, que je soutenais à Toulouse en milieu de semaine, mais qui est une constellation euro-africaine. Car d'abord, l'Europe, pour la première fois, va se doter d'une constellation, nous n'en avions pas jusqu'alors, mais surtout c'est une constellation nord-sud qui va permettre de couvrir à orbite basse, pas simplement l'Europe pour les Européens, mais tout le continent africain, ce qui en termes de connexion et de développement économique est clé. Troisième point sur les sujets d'éducation, de mobilité, de migration, pour aller très vite, je veux ici saluer la proposition faite par le Bénin, le Niger, le Rwanda justement sous leur impulsion d'identifier des centres de formation africains. Je crois que nous avons acté de financer justement des centres de formation pour permettre de former aux métiers qui correspondent à ces développements économiques que j'évoquais. Et puis nous avons abordé la question de l'immigration illégale dans ces 2 volets, l'amélioration de notre coopération pour lutter contre les trafiquants et les routes d'arrivée de l'immigration illégale et améliorer les règles de retour justement vers le pays d'origine pour toutes celles et ceux qui sont déboutés sur le sol européen. Enfin, le dernier enjeu sur lequel je souhaitais insister, c'est celui de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme sur le continent africain, qui n'est pas seulement un enjeu au Sahel que nous avons évoqué hier, mais également dans la Corne de l'Afrique, en Afrique centrale, je dirais qui touche aujourd'hui tout le continent. Et on voit le défi qui est le nôtre. Le président Faki y revenait d'ailleurs hier soir. Je vais ici juste dire que nous avons d'abord consolidé une approche partenariale où sur la base des demandes et des besoins exprimés par les pays africains, l'Europe a montré sa disponibilité, sa volonté de financer des opérations, de la formation, du financement d'équipements et de l'accompagnement. Sur le mode remarquable de ce qui a été mené par exemple par le Rwanda et continue de l'être en Mozambique. Opération que nous souhaitons accompagner, nous irons jusqu'au bout, mais qui correspond justement à la capacité qu'ont les Africains de mobiliser leurs propres moyens dans un cadre politique africain régional, celui de la SADC, et où l'Europe doit être un partenaire d'accompagnement. Deuxième point, nous avons avancé avant ce sommet et pendant, et nous sommes en train de parachever des réalisations très concrètes en matière de sécurité maritime, qui est un autre levier de notre coopération de manière exemplaire. Puis dernier point, nous soutenons la demande des États africains auprès des Nations Unies d'avoir justement des nouveaux mécanismes qui puissent être financés par les Nations Unies et qui permettent aux armées africaines d'assurer des opérations de stabilisation, de lutte contre le terrorisme ou de maintien de la paix. Voilà les quelques points sur lesquels je voulais revenir en insistant plus spécifiquement, mais je veux ici vraiment remercier l'ensemble des délégations et remercier en particulier la présidente et les présidents qui m'entourent pour la préparation et le suivi de ce sommet. Nous avons, on le sait, un immense défi. Je sais que nous y arriverons car nous avons été pleinement mobilisés. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Madam President, you have the floor. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous avons eu un sommet qui a été dense et productif. C'était un excellent sommet. L'Afrique met les voiles vers l'avenir et l'UE veut être son partenaire de premier choix. Voilà quelque part le résumé de ce sommet. Et nous avons besoin d'un partenariat fort entre nous. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rester un partenaire économique de confiance, dans lequel vous pouvez avoir confiance. L'UE est le premier partenaire commercial et le premier investisseur en Afrique. Et donc ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Si le premier plan régional, dans le contexte de notre grande stratégie d'investissement, le Global Gateway, est justement le plan euro-africain avec plus de 150 milliards d'investissements. Et en fait, ensemble, nous avons défini des objectifs très clairs. Nous voulons investir dans ces objectifs. Nous avons le gros sujet de la transition verte,
des renouvelables, évidemment. J'ai eu plusieurs discussions avec des partenaires qui veulent immédiatement s'engager sur le grand sujet de l'hydrogène vert. Nous avons les réseaux de transport, la connectivité au sein du continent, aspect essentiel pour la zone de libre-échange, pour qu'elle fonctionne, la connexion numérique, on a évoqué la constellation satellitaire, mais il y a aussi l'agriculture durable, les soins de santé et l'éducation, très importante. Ce qui est important, c'est que nous ayons défini ces priorités ensemble. Et maintenant, nous voulons travailler à ces priorités ensemble. Nous voulons obtenir des résultats ensemble. Et la première série de grands projets a déjà été présentée aujourd'hui. Deuxième point important pour moi, c'est de souligner qu'un partenariat plus fort, ça veut dire renforcer notre combat commun contre les changements climatiques. Nous voulons des partenariats verts, comme ceux que nous avons passés avec l'Afrique du Sud ou le Maroc. Nous voulons qu'ils fleurissent sur l'ensemble du continent, ces partenariats, parce que l'action climatique, c'est le défi de notre génération et c'était l'un des gros sujets de ce sommet. Et cela dit, il y a quand même d'énormes occasions à saisir pour les générations futures si nous agissons maintenant. L'Afrique est riche en énergie renouvelable. Pensez à l'hydraulique, à l'éolien, au solaire. L'Afrique est un continent riche sur le plan naturel avec le quart de la biodiversité mondiale sur ce continent, un quart. Pour mettre fin au changement climatique, en un mot, le monde a besoin de l'Afrique. La transition vers l'énergie propre, cela dit, sera un processus long pour les économies qui dépendent largement du charbon en Afrique ou en Europe. Mais nous sommes tous déterminés et j'attends avec impatience la COP27 en Égypte cette année. Enfin, de la santé de notre planète à la santé des peuples. L'Europe est le principal partenaire de l'Afrique dans sa lutte contre la Covid-19. Nous en ferons encore plus. Nous sommes en bonne route pour atteindre nos objectifs de partager au moins 450 millions de doses d'ici l'été et ensemble, nous bâtissons des capacités de production de vaccins à mRNA en Afrique du Sud. Je n'entrerai pas dans les détails parce que nous en avons déjà parlé ce matin en conférence de presse, mais ce qui est important de souligner aussi, c'est que nous avons eu des débats intenses et constructifs sur les licences obligatoires et sur la suspension des TRIPS. Nous avons les mêmes objectifs. Nous avons différentes manières de les atteindre et l'on peut jeter des ponts entre ces deux manières, entre ces différentes manières. Et nous avons décidé que les deux commissions, la commission de l'UE et la commission de l'UE, vont travailler ensemble. Nous allons nous rencontrer entre collèges ici à Bruxelles au printemps et à ce moment-là, nous devrons fournir une solution. Au plus tard, nous compterons sur le travail du Dr Ngozi. Nous avons une mission claire et bien définie. Les deux commissions ont un objectif clair, le cadre est clair, l'objectif est clair. Nous devons avoir des résultats au plus tard à ces dates. L'Europe veut rester le principal partenaire loyal de l'Afrique et nous passons des paroles aux actes en ce moment même. Merci. Madame la Présidente, Monsieur Moussa Faki, Monsieur le Président, je vous en prie. Il n'est toujours pas aisé de parler le dernier. Donc, au risque de répéter les autres, je dirais tout simplement que, aussi bien sur la forme que sur le fond, nous avions innové. La préparation a été participative, concertée et coordonnée. Et les déroulés également sur le plan méthodologique, contrairement à nos pratiques, où 55 États africains plus 27 Européens se mettant dans la même salle et débutant des discours, nous avions jugé utile d'éclater en 7 panels où Européens et Africains ont discuté profondément avec beaucoup de franchise, sans tabou. Je peux résumer les préoccupations en 2 catégories. Ce que j'appelle financement de la paix. Le financement de la paix ne veut pas dire seulement donner des armes ou envoyer des troupes en Afrique. C'est essentiellement consolider la gouvernance, la justice, l'administration. Financer le développement dans toutes ses dimensions, l'éducation, la santé, les infrastructures.
Nous avons lancé depuis un peu plus de 2 ans la zone de libre-échange continentale, qui est l'un des plus grands marchés. L'Afrique fait quand même 30 millions de kilomètres carrés, 1,3 milliard d'habitants. Mais connecter les pays, connecter les différentes régions est un réel problème. Donc il y a un enclavement à l'intérieur du continent. Et pour pouvoir commercer, aller et venir, il faut nécessairement des infrastructures. L'une des priorités du continent, ce sont les infrastructures. L'une des priorités du continent, c'est l'énergie. Ça, ce sont des questions clés. L'Afrique, c'est quand même une population jeune à plus de 60%, qui a besoin de formation, notamment formation professionnelle. Cette jeunesse, aujourd'hui, même celle qui a des diplômes, n'a pas d'emploi. Et donc, elle est la proie facile. En même temps, vous savez que, malheureusement, le continent est devenu un lieu de prédilection aujourd'hui du terrorisme et de l'intégrisme violent. Partez de la Libye jusqu'au Mozambique, passant par le Sahel, le bassin du lac Tchad, la Corne de l'Afrique, les grands lacs. Tout ça, ces zones-là sont totalement infectées. Si au départ, les combattants, les idéologues étaient venus d'ailleurs, même les financiers étaient venus d'ailleurs, maintenant ils recrutent sur place. Ils recrutent sur place. Et donc, le phénomène est extrêmement grave. C'est pour cela qu'en discutant avec nos amis européens, je pense qu'il y a une nécessité d'évaluer tout ce qui se passe en Afrique. L'Union européenne a financé pour 2,5 milliards d'euros des opérations de paix dans le continent africain. Ça, c'est quand même quelque chose de remarquable. Les Nations Unies, avec le maintien de la paix depuis plus de 60 ans, je ne cite pas les pays, mais des missions qui ont continué pendant 60 ans. Il nous faut évaluer également le peacekeeping, le maintien de la paix dans ce continent africain. Donc il y a une nécessité vraiment absolue aujourd'hui de regarder les choses en face et d'agir conséquemment. Nous avions abordé ces questions. Les États africains sont prêts à mobiliser des hommes. Ils l'ont fait. Le Rwanda l'a fait. Le Tchad l'a fait au Mali. La force mixte multinationale, ce sont les États du bassin du lac Tchad. Le G5 Sahel, ce sont les 5 États du Sahel. La MISOM, même la SADC a mobilisé des gens pour le Mozambique. Il est possible de mobiliser des hommes. Nous avons également dans notre architecture à l'Union africaine des forces en attente, des brigades par région. Je crois qu'il faut qu'on inverse la démarche. Et je crois que nous sommes en train de réfléchir ensemble et nous avons, je crois, un terrain sur lequel il faut procéder autrement. Nos amis, nos partenaires peuvent nous aider à renforcer les capacités des forces africaines. Il n'est pas question, à mon avis, que des militaires français ou allemands ou danois aillent mourir en Afrique. On a besoin de technologies, on a besoin d'expertise, on a besoin de moyens financiers, on a besoin d'équipements pour pouvoir faire face à cette terrible menace à la paix et à la stabilité. Voilà les questions sur lesquelles je crois que même si nous avons quelques divergences sur les questions des brevets, je crois que nous avons convenu, les deux commissions, à y travailler. La pandémie de la Covid-19 a fait monter en surface la fragilité des systèmes de santé publique dans le continent africain. Avec 1,3 milliard d'habitants, on ne peut pas attendre d'importer des vaccins. Je crois que ça, c'est quelque chose qui... Nous avons mis en place une agence africaine de médicaments qui vient de naître. Nous avons Africa CDC qui travaille sur les questions de pandémie. Donc nous avons des instruments et je crois qu'avec le soutien de nos amis, progressivement, il faut que ces questions-là soient gérées sur le plan local. En résumé, je dirais que c'est l'un des sommets. Moi, j'ai pris part, de par mes fonctions anciennes et maintenant, à 4 sommets. Les 4 derniers sommets, Union africaine, Union européenne, je pense que c'est le seul pendant lequel nous avons discuté autrement et nous avons discuté franchement. Un grand merci, Monsieur le Président. On va passer aux questions. Je commence avec AFP, Laurence Benamou. Laurence, il faut s'approcher. Ouais. Madame la Présidente, bonjour Messieurs les Présidents. Ma question portera sur la situation en Ukraine parce que l'actualité l'impose. La situation semble très confuse, voire inquiétante à la frontière russe
Quelles sont les données de terrain dont vous disposez? Avez-vous confirmation de bombardement et envisagez-vous, en ce cas, d'activer des sanctions dans les prochains jours? Et Monsieur le Président, vous qui avez rencontré Vladimir Poutine récemment, est-ce que vous lui faites toujours confiance quand il parle d'un retrait de ses troupes, ou partagez-vous l'analyse américaine sur, au contraire, un accroissement de la présence des soldats russes et d'une invasion ou d'une attaque imminente? D'autant plus qu'à l'instant, le président Poutine a parlé d'une aggravation et les États-Unis ont également dénoncé une situation inquiétante. Merci. Et j'ajoute une autre information qui vient de tomber. Excusez-moi, vous parliez du terrorisme. Le Mali vient de demander à la France de retirer ses troupes sans délai, donc apparemment d'accélérer son calendrier. Désolé pour la double question. Merci. Monsieur le Président. Je vais répondre. Écoutez, la situation dans la zone russo-ukrainienne reste extrêmement préoccupante pour nous tous. Nous avons tenu à l'initiative du président Michel hier un conseil en la matière dans lequel nous avons collectivement réaffirmé notre unité, notre détermination à ce que nos principes, nos valeurs et l'intégrité territoriale de chacun soient respectés et une volonté de continuer le dialogue pour avancer. En effet, la situation dans le Donbass est très préoccupante ces dernières heures. Il y a déjà eu apparemment plusieurs victimes et je veux avant tout avoir une pensée pour les personnes et les familles qui ont été touchées. Et de manière très claire, il y a des actes qui se sont multipliés. Ces actes, à nos yeux, doivent cesser. Ils contreviennent aux accords qui ont été pris, au cessez-le-feu respecté jusqu'alors et pour lequel l'ensemble des parties prenantes avaient réitéré encore récemment leur adhésion. Il appartient à l'ensemble de nos équipes, à l'OSCE, de faire toute la clarté sur les événements des dernières heures et des derniers jours. Par rapport à la deuxième question que vous avez posée, nous n'avons pas la preuve des désengagements militaires russes à ce stade. J'entends les déclarations du président Poutine, je salue les déclarations du président Poutine, mais je considère que si on veut être un partenaire fiable, il est toujours bon que les actes soient conformes aux déclarations. Et donc nous voulons pouvoir avoir les éléments concrets qui les suivent. Dans ce contexte où la pression militaire russe ne faiblit pas, où les déstabilisations se multiplient, où les bombardements dans la zone de contact ont repris, premièrement, nous appelons à la cessation de ces actes militaires et à la désescalade rapide. Deuxièmement, à la reprise de négociations constructives, car nous continuons de dire que c'est par le dialogue que cette situation peut trouver son évolution. Les prochaines heures donneront lieu à une coordination étroite entre alliés européens et américains d'ici à la fin de la journée. Et évidemment, en suivant l'évolution des circonstances, nous apporterons à chaque fois la réponse qui convient. Pour ma part, je considère qu'il nous faut tous garder beaucoup de calme. Nous avons été clairs sur notre unité, sur ce que nous voulons. J'ai entendu les mots du président russe, il faut maintenant que les actes suivent et il nous faut travailler avec beaucoup de précision et d'engagement à une stabilisation puis une désescalade en lien avec la Russie. C'est indispensable. Vous avez fait référence ensuite à la déclaration lue par les autorités maliennes. La France a annoncé hier, en lien avec ses partenaires européens engagés, la réarticulation de notre dispositif, qui s'est fait après de longues semaines de travail conjoint et de consultation avec les voisins africains et nos partenaires africains. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la junte en responsabilité au Mali, s'appliquera donc. Elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali, sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde. Je pense que tout ça doit se faire dans le respect, car depuis maintenant 9 ans, la France aide le Mali, équipe, forme, accompagne les armées maliennes, comme les armées de la région, que notre dispositif se réarticulera
à quelques kilomètres de la frontière au Niger et que dans l'avenir, nous aurons toujours vocation à trouver les coopérations pour lutter contre le terrorisme. Et je souhaiterais que nul n'oublie dans la région que la priorité doit rester la lutte contre le terrorisme. Merci, Monsieur le Président. I have a question for... J'ai une question. Vincent Guiotta, qui est connecté à distance. Vincent. Vous avez la parole. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci de me donner cette occasion de poser ma question. Ma question concerne l'annonce de ce matin à propos de ce centre de transfert technologique pour le transfert de technologies vers 5 pays africains. La question que je souhaiterais poser est celle-ci. La Commission de l'Union européenne a dit qu'elle doterait ce centre de 40 millions d'euros. Le gouvernement français a dit pour sa part qu'il le doterait de 20 millions d'euros. Et j'aurais souhaité en savoir davantage sur ce financement. Quelle est la partie de ce financement qui est sous forme de subvention? Quelle est la partie qui sera financée par des sociétés privées et sur quelle durée ce financement sera-t-il garanti? Merci. Madame la Présidente. Oui, merci. Alors, 40 millions, je l'ai dit ce matin, Commission, France, Allemagne et Belgique. Il s'agit de subventions et ces fonds sont accessibles immédiatement. Voilà une réponse claire. Chadwick, vous avez la parole. Yes, thank you. Vince Chadwick. Merci, Vince Chadwick. Okay. My question is to Emmanuel Macron. J'adresse ma question à Emmanuel Macron. Ça a été intéressant de vous entendre dire que si nous nous limitons à signer et que nous ne faisons rien, nous deviendrons ridicules. Alors je pense à Abidjan. En 2017, on a parlé d'un changement de paradigme. Il y avait un nouveau plan d'investissement, 4 milliards de garanties européenne, la promesse de mobiliser 10 fois plus et cela n'a pas été suivi d'effet. Donc maintenant, on nous parle d'un mécanisme existant dans la déclaration et je voulais savoir de quoi il s'agissait. Maintenant, c'est la Global Gateway avec 150 milliards et personne ne m'a dit comment ces 150 milliards étaient composés. Et c'est la politique de l'Union européenne de ne pas le dire. En fait, il y a un mélange entre prêts, garanties, subventions, mobilisation du secteur privé. Et cela est censé être une offre transparente, mais elle n'est pas transparente puisqu'il est difficile d'en connaître la composition. Donc une fois de plus, l'Europe risque de sembler ridicule. Et nous, en tant que journalistes, nous ne pouvons pas présenter de gros titres crédibles. Alors ma question, parce que j'ai déjà interrogé Emmanuel Macron sur le sujet au mois de décembre. Il y a deux ans, Madame von der Leyen a proposé dans le cadre de Next Generation EU 10 millions de plus pour l'Afrique. Et les dirigeants européens ont réduit cette somme pendant leur négociation du mois de juillet lorsqu'ils étaient réunis en Conseil. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau paquet pour l'Afrique. Donc maintenant, lorsque vous avez eu la chance de mettre de l'argent frais sur la table, 10 milliards d'euros plutôt que 10 millions, finalement, ça ne s'est pas fait. Alors, comment vous prendre au mot lorsque vous parlez d'un nouvel esprit, de nouvelles dotations pour l'Afrique, alors que nous n'avons pas l'explication? Je peux vous répondre d'autant plus facilement que la France a plaidé pour le maintenir. Simplement, quand on a une discussion budgétaire dans le contexte qu'on connaît et qu'il nous fallait finir le plan, en effet, de relance européen, on fait des compromis. Et donc oui, il y a beaucoup de lignes qui ont été coupées en parallèle et qui ont conduit à des réductions budgétaires. Maintenant, le paquet complet d'investissement de l'Europe, lui, a largement augmenté. Donc je comprends que vous regardiez une ligne. Ce que je vous invite à regarder, c'est combien aussi, à travers le plan de relance européen, nous avons contribué au développement africain. Je vais y revenir. Mais vous avez totalement raison sur ce compromis budgétaire qui a été fait. Il a été trouvé. Ça n'était pas notre position. On l'a accepté pour faire passer l'ensemble. Deuxième remarque par rapport à votre deuxième question. L'Europe, sachez le reconnaître, en juillet 2020, a quasiment doublé sa capacité budgétaire commune.
Donc on peut regarder une ligne budgétaire, moi je préfère regarder l'ensemble. On a doublé notre capacité budgétaire à travers notre discussion. Parce qu'on a décidé, c'est une réalité. Si, parce qu'à travers ces capacités, qu'est-ce qu'on a aussi fait? L'Europe a créé des capacités de production de vaccins. Je vais vous dire très clairement, dans ces cas-là, je suis tout à fait prêt à ce qu'on ait une forme de grille de lecture africaine du budget européen. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous regardez une dépense fléchée. Moi, je vous dis, vous avez tout à fait raison, il y a eu un compromis. Le résultat de ça, c'est que ce n'est pas une ligne de 10 milliards. On a au fond étendu de plusieurs dizaines de milliards le budget européen. Il a doublé. Dans le cadre de ce plan de relance, qu'est-ce qu'on a fait? Des actions communes. Par exemple, sur la production de vaccins. Grâce à ce plan de relance, l'Europe est devenue le premier continent, la première espace au monde en termes de production de vaccins. Elle a pu être, et c'est matter of fact aussi, le seul espace qui n'a jamais mis d'interdiction à l'export. Et l'espace aujourd'hui qui a d'ores et déjà donné et exporté le plus de vaccins. Quel est le continent qui est le premier bénéficiaire? L'Afrique. N'y aurait-il pas l'Europe? Je vous invite à regarder quelle est la réalité des transferts chinois et américains. Et donc, reconstituons dans ces cas-là, en toute honnêteté, ce qui, dans le budget européen de juillet 2020, est allé à l'Afrique, en don de doses, en capacité à produire. Donc voilà, il faut qu'on soit simplement honnête avec nous-mêmes. Vous avez raison qu'il y a toujours des choses qui sont très techniques et compliquées, mais dans ces cas-là, peut-être que c'est bon pour le débat collectif. Ayons une lecture du retour vers nos politiques africaines, de ce qu'on peut faire à travers nos choix. Je suis sûr d'une chose, à la fin des fins, on a fait beaucoup plus que ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu la discussion de juillet 2020, et pour l'Europe et pour l'Afrique. Ensuite, il y a une vraie différence pour moi avec Abidjan. Vous avez tout à fait raison que l'agenda d'Abidjan, il a été percuté par la crise Covid. Et donc, c'est tout à fait vrai que, 22 ans plus tard, on s'est retrouvé pris dans le cadre de nos exécutions. La Commission a changé, même s'il y a une continuité sur ces grands projets qui enjambent les échéances démocratiques, et on a été pris par la Covid. Donc nous n'avons pas délivré cet agenda. Maintenant, deuxième proposition de transparence, moi je souhaite qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Je suis pour la transparence, c'est comme ça qu'on pivote. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir été présent à Abidjan, même si j'étais un nouvel entrant, moi la méthode ne m'avait pas satisfait. Parce que comme l'a dit Moussa Faki très justement, tout le monde lisait son speech, il n'y avait pas de partage d'agenda. Là, je crois qu'on a eu une méthode dans la préparation et dans ce qu'on a fait où on voit très bien la liste des choses à faire. Et l'engagement qu'on a pris, ça c'est un vrai changement, c'est qu'il y ait tous les 6 mois un rapport qui soit fait. Donc pour moi, regardez ce texte aujourd'hui, regardez le texte d'Abidjan, ils sont quand même très différents. Regardez la liste des infrastructures financées. Nous n'avions pas une telle liste à Abidjan. Et la méthode de suivi et de responsabilité de transparence est aussi différente. Maintenant, je suis attaché comme vous à cela, donc je propose qu'on puisse travailler pour vous donner la pleine transparence sur d'abord ce qui a été fait dans le cadre du plan de relance européen pour l'Afrique et de la bonne exécution du dernier plan d'Abidjan, parce que c'est le meilleur moyen d'être crédible pour ce plan-là. Je ne sais pas si Madame la Présidente veut me compléter ou me corriger. Non, this is absolute. C'est tout à fait complet comme réponse. Voilà, il est un peu plus de 15 heures passées ici à Paris.